En 2021, en pleine pandémie, nous avons expérimenté quelque chose de fondamentalement nouveau. Grâce à l'application Clubhouse, pour la première fois, nous avons pu discuter en audio d'égal à égal avec des ministres, des décideurs politiques, des chefs de parti, des chefs d'entreprise, etc. Et pour la première fois, il devenait possible de dialoguer sans animosité, même avec des personnes aux opinions parfois aux antipodes des nôtres. Ça, c'est la magie de la voix. On se cache derrière son clavier, avec les dérives que l'on connaît parfois, mais on ne se cache pas derrière la voix, parce que la voix, c'est trop personnel. Et ainsi, il y a une personnalité politique que nous avons tout de suite voulu entendre, que nous avons voulu mettre au contact direct des citoyens, parce que lui-même était friand d'un dialogue le plus direct possible avec les Français. Je me suis donc rapproché de son équipe de campagne pour leur proposer que sur Twitter, nous ouvrions un space de dialogue direct, sans filtre. Aujourd'hui, à moins de 50 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, alors que la course aux 500 parrainages semble plus difficile que jamais pour nombre de candidats, alors que le paysage politique français se redessine sous nos yeux jour après jour, nous recevons un candidat pas comme les autres. D'abord, ce n'est pas exactement un homme politique au sens habituel du mot. Et puis ensuite, il faut bien avouer qu'il a déjà gagné une étape cruciale de cette élection. Il a imposé la quasi-totalité des thèmes sur lesquels les autres candidats se retrouvent forcés de s'exprimer. Et puis enfin, serait-il en train de faire à droite ce que fit Emmanuel Macron à gauche il y a 5 ans, c'est-à-dire reconstruire en actant ou en accélérant la mort clinique du parti ou des partis historiques de son camp? Aujourd'hui, vous allez pouvoir interroger sur un réseau social, en direct, un candidat à l'élection présidentielle, ou devrais-je dire un candidat à la candidature, vu la difficulté de rassembler les 500 signatures. Alors venez dès maintenant sur le stage, là, venez nous rejoindre sur le space pour poser vos questions à Éric Zemmour. Éric Zemmour, bonsoir. Bonsoir Denis, merci à vous de m'avoir invité et merci de m'avoir mis une chanson des Rolling Stones. On ne pouvait pas mieux imaginer une conversation entre nous. Absolument, je pensais que c'était une bonne manière de démarrer. C'est une très bonne Start-me up. Alors les 500 signatures, c'est aussi difficile que ce qu'on entend dire? Pardon? Les 500 signatures. Ah oui, les Est-ce que 500 c'est aussi signatures, difficile oui, et aussi compliqué que ce qu'on entend bien dire? sûr, c'est très difficile. Les maires ont peur, les maires voudraient nous parrainer, mais ils ont peur des pressions qui sont exercées sur eux par leur parti politique, par la communauté de communes à laquelle ils appartiennent. Vous voyez, on les menace, c'est vraiment, on a complètement dévoyé cette procédure. Donc oui, c'est difficile. Alors aujourd'hui, quel est votre décompte officiel? Ah bah, le décompte officiel sera donné demain. Vous savez, c'est donné par le Conseil constitutionnel le mardi et le jeudi. Donc il faut attendre le décompte de demain, mardi soir. Très bien. Merci bien. Alors, pour ceux qui veulent monter et qui veulent intervenir, écoutez, je vous en prie, venez sur le stage. La parole sera libre. C'est le principe que nous avons décidé avec l'équipe d'Éric Zemmour. On va prendre en premier, je vois Stéphane qui demande à intervenir. Alors, on va le faire intervenir. Je vais appuyer sur le petit bouton, normalement, qui va lui permettre d'intervenir. Bonsoir Stéphane. Vous êtes en direct avec Éric Zemmour. Bonsoir Denis, bonsoir Monsieur Zemmour. Bonsoir Stéphane, et au-delà de Stéphane, bonsoir à tous, j'en profite au début. Eh bien, je suis ravi que, je dirais, contrairement à certains, que vous alliez vraiment à la rencontre des Français, et ce, je dirais, jusque dans le plus petit village, et maintenant en direct sur les réseaux numériques. Bah oui, c'est bien normal, hein. Il faut parler à tous. Moi, vous savez, je suis pour le débat, l'échange des idées, sans ostracisme et sans invective. On est là pour échanger. C'est ça la démocratie, hein. Je suis bien d'accord avec vous. Alors, je vais essayer d'être bref. Ma question, en fait, portera sur la thématique énergie et la transition énergétique. Juste pour contextualiser pour tout le monde, en fait, la France a perdu avec les présidents Hollande et Macron 10 ans dans le nucléaire, et elle a même perdu la maîtrise de technologies qui ont été vendues aux États-Unis, comme vous le savez, et ce, dans des conditions peut-être douteuses. On sait aussi que les cycles de développement entre renouvelables et nucléaire ne sont pas les mêmes. En général, c'est 2 à 5 ans pour les premiers, et c'est minimum 15 ans pour les seconds.
et ce pour des raisons, enfin aussi pour le nucléaire, avec des contraintes de sécurité qui de fait renchérissent le prix du mégawattheure et l'ont renchéri au cours des dernières années. Alors ma question est la suivante. Comment est-ce qu'on peut concilier les deux afin d'assurer non seulement la décarbonisation, ce qui est un enjeu, je dirais, pour l'humanité, mais aussi la souveraineté énergétique et technologique de notre pays, la sécurité d'approvisionnement et une énergie qui soit abordable pour tous, à savoir pour les particuliers, pour notre industrie et pour les transports. Comment est-ce qu'on peut concilier les deux afin de ne plus jamais avoir de crise comme nous l'avons connu dans notre enfance dans les années 70, donc en 1973 et en 79, et aussi plus récemment d'être trop dépendant de puissances étrangères qui n'hésitent pas à nous prendre en otage. Voilà, je vous remercie et je suis attentif à votre réponse. Écoutez, c'est moi qui vous remercie d'abord parce que vous avez effectivement établi un panorama complet. Vous avez tout à fait raison. Avec Hollande et Macron, on a perdu 10 ans, alors qu'il aurait fallu relancer déjà la filière nucléaire il y a 10 ans, mais nos deux présidents ont préféré suivre les modes et céder aux injonctions électorales des Verts. Donc maintenant, Emmanuel Macron l'a compris à la fin de son mandat. Ça fait des années que je le réclamais. Et depuis le début de ma campagne, je proposais un plan nucléaire vraiment massif, c'est-à-dire, renoncer à la réduction à 50% qui avait été décidée au début du mandat d'Emmanuel Macron, 50% de l'énergie électrique en nucléaire, alors qu'aujourd'hui nous sommes à 75 ou 80% d'énergie, de mix électrique, comme on dit, en nucléaire. Donc, renoncer à cela, construire 14 réacteurs nucléaires. Je vois que maintenant, M. Emmanuel Macron parle de 6 réacteurs plus 8 éventuels, donc ça fait 14 comme par hasard, et de prolonger la durée de vie des centrales nucléaires existantes à 60 ans sur le modèle américain. Vous savez, je suis allé visiter Fessenheim, qui, comme vous le savez, a été fermé par décision d'Emmanuel Macron, qui ne s'est même pas déplacé pour voir ce qu'il fermait. Il a eu bien tort parce qu'il aurait vu à quel point cette centrale nucléaire, qui est la plus vieille historiquement en France, est aussi la plus moderne. C'est le grand paradoxe, c'est-à-dire que tout a été changé et renouvelé. Vous verriez, ça crève le cœur. Il y a là que des instruments ultra modernes et je dirais ultra neufs. Ça brille, c'est neuf, c'est absolument admirable à voir. Et toute cette rénovation a coûté beaucoup d'argent. Et comme ça, on ferme d'un coup. Moi, je pense que je me suis renseigné, j'ai discuté. Alors, les uns disent ce n'est plus possible, les autres disent mais si c'est possible. Je pense qu'il faudra essayer de rouvrir Fessenheim et en tout cas faire une analyse dès que je serai président pour voir s'il y a une possibilité de rouvrir Fessenheim. Voilà, ça c'est le plan global nucléaire. Mais vous avez raison, les cycles nucléaires sont longs. Et nous avons perdu des compétences, malheureusement. Donc, il va falloir remettre ça sur le chantier et très vite pour permettre à la France de retrouver sa primauté et son avance technologique. Maintenant, pour le reste, je sais aussi que comme nous allons électrifier de plus en plus les sources d'énergie, qu'il va y avoir l'automobile électrique, qu'on va avoir de plus en plus besoin d'électricité, nous ne pouvons pas nous contenter, même avec nos 14 réacteurs nucléaires, du nucléaire. Donc il faudra d'autres énergies renouvelables comme la biomasse, comme la géothermie, parce que les éoliennes sont la pire énergie qui soit, pour des tas de raisons, d'abord dans l'édissement des paysages, mais aussi de bétonisation, mais aussi qu'elles sont très mauvaises sur le plan écologique, puisque vous savez qu'il y a une terre rare dans le rotor des éoliennes qui est extraite en Chine dans des conditions déplorables. Vous savez aussi que c'est très mauvais pour la faune, pour la flore. Si on la met dans la mer, c'est très mauvais pour les poissons. Enfin bref, et en plus, c'est une énergie intermittente. Donc, je vous passe les détails. Donc, je pense qu'il faut arrêter les éoliennes et préférer d'autres énergies alternatives.
Mais est-ce que La tout ça, géothermie, la biomasse, voyez, et puis faire des économies, faire un grand plan d'économie sur le logement. Ça, c'est indispensable pour réduire nos émissions de CO2. est-ce que ce dossier énergie ne fait pas partie finalement d'un dossier encore plus large qui est l'indépendance du pays, la souveraineté? Mais bien sûr, évidemment, d'ailleurs, c'est ça le drame de cette histoire, c'est qu'avec l'énergie nucléaire, nous avions réglé en grande partie, il y avait bien sûr une part de pétrole, hein, mais nous avions réglé une partie de notre indépendance énergétique. Et vous savez, dans l'histoire du monde, et depuis l'industrialisation au 19e siècle, l'énergie, c'est l'essentiel de l'industrie. C'est parce que les Anglais ont du charbon qu'ils deviennent la première puissance industrielle. C'est parce que les Américains ont du pétrole qu'ils deviennent aussi la première puissance industrielle. Et d'ailleurs, vous connaissez la célèbre image de Roosevelt quasiment mourant en 44-45, qui va quand même en Arabie Saoudite pour garantir l'approvisionnement pétrolier des États-Unis dans l'avenir. Donc évidemment, l'énergie nucléaire est le fondement de notre indépendance industrielle et donc de notre souveraineté. Merci beaucoup. On va faire intervenir David qui vient de monter. Alors, je voulais préciser à tout le monde qu'on est déjà plus de 9000 dans le stage, donc c'est évidemment très compliqué. Ça met beaucoup à contribution la technologie Twitter qui est un peu neuve dans ce domaine-là, dans le domaine de l'audio. Donc, soyez patients. On essaie de faire monter les gens un par un tranquillement. Voilà, donc soyez juste patients. David, on vous écoute. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, merci Denis pour cette initiative. Bonsoir Monsieur Zemmour. Nous sommes sur Twitter Space. C'est un espace sur Internet qui sort trop souvent de toutes les régulations nationales, voire européennes, et comme c'est le cas pour les GAFA dans leur ensemble. Je sais que je vais aller à contre-courant des journalistes en général qui ne cessent de vous interroger sur votre condamnation pour incitation à la haine raciale, parce que je voudrais savoir quelles seraient vos mesures concrètes, une fois élu président, pour lutter contre le déversement de violences verbales, homophobes, antisémites, xénophobes, le harcèlement moral sur les réseaux sociaux, en toute impunité ou presque, avec une absence quasi totale de filtrage immédiat. Les lois contre ces agressions existent, mais ne sont pas applicables ou appliquées, et surtout, le mal est fait dès le déversement de haine promulgué en ligne. Écoutez, évidemment, ce qu'on appelle le cyberharcèlement est choquant et me choque. Il n'y a aucune raison d'harceler des gens ainsi, et ça doit être évidemment sanctionné par la loi. Mais moi, vous savez, comme vous l'avez dit, j'ai été condamné pour des délits d'opinion. Je suis pour la plus grande liberté possible. Bien sûr dans le cadre de la loi, dans le cadre du respect mutuel, mais je pense très important de porter ce message de liberté, qui est d'ailleurs celui des réseaux sociaux. Vous savez, j'ai une analyse un peu globale des médias. Je pense que les médias, et j'ai été journaliste pendant longtemps, ont une grande part de responsabilité. Ils ont réduit absolument l'espace de liberté, ils ont limité cet espace. Et donc, il est bon qu'il y ait un espace de liberté où on s'échange des idées et on s'échange librement des idées. Donc, je me méfie de toutes les régulations, je me méfie des régulations parce que c'est le prétexte que prennent les censeurs pour, pour, euh, euh, pour réduire cet espace de liberté qui déborde les médias qui sont corsetés par le politiquement correct. Maintenant, cela dit, une fois que j'ai dit ça, et je le maintiens, je ne veux pas qu'on croie que je suis favorable à ce harcèlement. Je pense par exemple à cette jeune Mila, vous savez, qui subit un harcèlement absolument innommable. Je suis horrifié quand je vois ce qu'elle subit. Ce n'est absolument pas admissible, ce n'est absolument pas normal. Et d'ailleurs, ces harceleurs doivent être punis par la loi. Voilà, si vous voulez, surtout quand ça débouche sur des menaces physiques, il faut absolument une grande fermeté dans ce cas-là. Mais vous voyez, il faut, d'après moi, séparer le bon grain de l'ivraie. Les menaces, les insultes, oui, doivent être sanctionnées. Mais la plus grande liberté idéologique et intellectuelle, qu'on ne bride pas la seconde au nom de la première.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut légiférer spécialement sur le en ligne, ou est-ce que ça veut dire que le droit commun dans ce domaine-là s'applique finalement? Moi, je pense qu'il faut rester dans le droit commun. Vous voyez, je pense que déjà, si on appliquait le droit commun, ce serait bien. Merci beaucoup. Alors, je voulais signaler aux personnes qui essaient de monter qu'il faut, si vous voulez intervenir, il faut simplement demander à intervenir. Voilà, et nous serons ravis de vous faire monter, bien entendu. Je vais faire intervenir maintenant, on va prendre les personnes qui sont là depuis longtemps. Je vais faire intervenir Armand. Armand, si vous m'entendez, si vous êtes là, vous êtes invité à intervenir. Alors, la machine est très très lente à l'instant. Voilà. Armand Caschio. Je vous écoute si vous voulez bien intervenir. C'est Cassio. Bonsoir. Cassio, pardon, mille excuses. Bonsoir Denis et merci pour ce somptueux space. Bonsoir monsieur Zemmour et merci. Bonsoir cher monsieur. Et merci de venir jusqu'à nous. Oui, je vous en prie. Samuel, bonsoir. Et Damien, dont je scrute les tweets tous les matins avant de les retweeter, bonjour et merci pour ce que vous faites. Alors, ma question. J'organise de temps en temps des spaces qui, comme vous pouvez l'imaginer, ne sont ni pro-islamo-gauchistes, ni pro-extrême-gauche, ni pro-LFI. Et je me heurte systématiquement à une contestation vous concernant, à laquelle j'ai un peu de mal à répondre et je ne veux pas dire de bêtises. La contestation est la suivante. Monsieur Zemmour est financé et a été mis en avant par Bolloré. C'est les financiers. C'est le groupe occulte, c'est l'argent, c'est des méchants. Donc ce sont des mondialistes, des transhumanistes, des... Qu'est-ce que je dois répondre à ça? Et d'autres fois, parce que ça va dépendre de l'origine, soit c'est LFI, on s'arrête à transhumaniste, soit ce sont les islamo-gauchistes, et là on va jusqu'aux sionistes. Qu'est-ce que je dois répondre à ces âneries? Merci monsieur. Éric Zemmour vous répond. Écoutez, je vous remercie de poser cette question. Je vais vous dire. D'abord, monsieur Bolloré ne me finance pas. Il ne fait pas partie des élites mondialistes. C'est un patriote français, chrétien, qui veut que son pays reste la France et qui veut transmettre son pays tel qu'il l'a reçu de ses parents à ses enfants et à ses petits-enfants. Voilà, il faut dire ça d'abord. Par ailleurs, il ne me finance aucunement. Nous sommes financés par les Français, des milliers de Français qui donnent des petites sommes, des moyennes sommes. Voilà, ça va de 50 €, 100 €, 200 €, 300 €. Il y a bien sûr des gens qui ont plus de moyens et qui donnent 7 500 €. Mais vous savez, en France, c'est simple, c'est le plafond, c'est le maximum. On ne peut pas plus de 7 500 €. Donc, ça ne va pas loin. Hein. On n'est pas aux États-Unis et on n'a pas besoin de fantasmer là-dessus. Donc, tous les gens qui vous racontent ça, ce sont des imbéciles ou des malveillants. Vous savez, nous recevons des lettres. Il faudrait leur faire lire les lettres de gens, des vieilles dames qui m'envoient 10 € sur leur retraite qui ne fait même pas 1 000 € et qui me disent « Ah, mais je ne peux pas vous donner plus, mais je vous donnerai 10 € le mois prochain. » C'est ça les lettres que je reçois. Il faut leur dire à ces gens. Et je vous assure, c'est émouvant, ça m'émeut aux larmes. Ne croyez pas que c'est des grands capitalistes qui, derrière le dos des gens, me financent. C'est grotesque. Vous savez, notre parti Reconquête, c'est 110 000 adhérents. 110 000 adhérents constatés par l'huissier qui payent 30 € pour prendre leur carte. Donc, vous voyez, faites le calcul, déjà, c'est pas mal. Les dons moyens, c'est 90 €. Donc, si vous voulez, voyez, vous répondez tout ça. Franchement, il n'y a rien d'autre à dire. Voilà. Merci, alors, monsieur. Je vous en prie, cher monsieur. Alors, j'ai un monsieur Alex Meyer que j'essaie de faire intervenir. Voilà, j'ai appuyé sur le petit bouton magique. Monsieur Meyer, il faudrait que vous ouvriez votre micro
et on pourra vous entendre. Bonsoir. Zemmour, est-ce que vous m'entendez bien? Je vous entends, Mieux que bien, bonsoir. mieux que Bon, bien. c'est merveilleux. D'abord, bravo pour la campagne que vous menez tambour battant, c'est très rafraîchissant. Et ce qui est, je le dis en tant que citoyen et qu'électeur, c'est bon de remettre un peu de clivage dans une campagne politique atone. Voilà, donc ça fait beaucoup de bien. Merci, cher monsieur. Merci. Par ailleurs, moi je suis journaliste et rédacteur en chef d'un magazine d'actualité généraliste et religieuse catholique. Et nous avons fêté, il y a quelques jours à peine, le 11 février, c'était l'anniversaire de la renonciation de Benoît XVI. Depuis, l'Église est entrée dans une nouvelle dimension avec le pape François. Et Emmanuel Macron, notre président, ne cache pas l'amitié qui le lie au Saint-Père et la véritable complicité. Enfin, il ne manque jamais d'afficher une grande complicité l'un et l'autre. Donc j'ai deux questions. La première, quel est votre comment voyez-vous l'action du pape François en faveur des migrants, de la pauvreté, des pauvretés existentielles, etc. Et la deuxième, si vous étiez élu, quel serait votre premier voyage de président de la République? Est-ce que ce serait au Vatican ou ailleurs? Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Meyer. Écoutez, d'abord, j'aurai avec le pape François des rapports de respect, évidemment. Vous ne tutoierez pas, contrairement à Emmanuel Macron, alors. Non, je ne le tutoierai pas, non. Non, ça non, vous savez, non. Non, mais j'ai le respect pour ce qu'il représente. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ce que les gens représentent au-delà de leur personne. Après, on peut avoir du respect et être en désaccord avec les positions que le pape prend. Le pape, vous savez, il a deux types de positions. Il a des positions religieuses, c'est-à-dire des positions sur la doxa, et ça, je ne me permettrai jamais d'en juger. Et puis, il a des positions politiques. Et là, quand il a des positions politiques, d'ailleurs, il y a beaucoup de croyants catholiques qui sont en désaccord avec lui sur ses positions politiques et non pas sur ses positions religieuses, évidemment. Donc moi, je suis en désaccord avec les positions politiques du pape, en particulier sur les migrants. Je considère qu'il a tort. Il ne veut pas voir qu'il ne peut pas y avoir deux civilisations sur le même sol, que l'Europe a été façonnée par le christianisme, et que s'il n'y a pas une Europe islamisée, ne serait plus l'Europe. Et il ne veut pas voir que la démographie fait l'histoire s'il n'y a pas la politique pour l'arrêter. Donc je suis en désaccord absolu avec ses positions sur les migrants. Ensuite, la deuxième question de M. Meyer, c'était votre premier voyage après votre arrivée à l'Élysée. C'est parfaitement clair. Merci pour autant de clarté et de rigueur. Merci. Merci, je vous en prie. Et je pense que j'irai dans les pays qui sont membres du Conseil de sécurité pour établir des nouvelles relations, pour montrer d'abord le lien que nous avons, puisque la France est un membre du Conseil de sécurité, et aller voir donc les 4 autres pays, les 4 autres membres du Conseil de sécurité de l'ONU, pour marquer que nous sommes, la France, une puissance d'équilibre et dans le monde. Nous parlions tout à l'heure en début de soirée de l'indépendance, énergétique ou l'indépendance en général, de la souveraineté. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de gageur à s'imaginer indépendant, tant sur le plan politique intérieur que sur l'échiquier international, dont on a tant besoin en ce moment, quand on est finalement soumis à des créanciers par une dette abyssale à l'intérieur même du pays? Est-ce qu'il n'y a pas ici-là une opposition, et si oui, comment la résoudre? Si vous voulez, d'abord, l'indépendance est souvent une notion dévoyée, une notion ostracisée. L'indépendance ne veut pas dire l'autarcie, ne veut pas dire l'enfermement, ne veut pas dire l'isolement, etc. L'indépendance, ça veut dire qu'en dernier ressort, nous décidons pour nous. Voilà, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de relation avec les autres, loin de là. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, évidemment, vous avez raison, la dette, surtout quand elle est détenue par des étrangers, peut être un risque pour l'indépendance. D'ailleurs, c'est pour cela
que le général de Gaulle refusait absolument toute dette et qu'il était si fier. Vous savez, il y a des textes comme ça de Michel Debré qui raconte quand il était ministre de l'économie et des finances, c'est lui qui en 66 a payé le dernier franc que nous avions de dette et il était très fier de dire cela et le général de Gaulle était insisté là-dessus. Donc vous avez tout à fait raison, c'est une contrainte. Surtout qu'aujourd'hui, en vérité, notre dette est largement détenue par la Banque centrale européenne. Qui possède de 40%, je crois, de la dette française. Et dans les dettes des 6 derniers mois, alors là, la Banque centrale européenne monte à 80% de la dette française. Donc effectivement, nous devons être très sourcilleux et nous devons absolument tenir compte de cela et nous devons réduire nos dépenses, notre endettement, ce que n'a pas fait du tout Emmanuel Macron, ce qui pourrait nous poser des problèmes si les taux remontent, parce que pour l'instant, on en profite parce que la Banque centrale européenne a imposé un taux zéro, mais si l'inflation remonte, ça ne va pas durer, et là, on va vraiment avoir des ennuis. Merci beaucoup. Alors, je voulais signaler, parce qu'on me demande de vous le signaler de manière assez prenante, qu'il y a tellement de monde dans cette room, dans ce stage, que, écoutez, voilà, c'est très difficile de faire monter les gens. Le système de Twitter est un petit peu, n'est pas très performant, et donc on appuie. Les gens qui travaillent avec moi sur ce... C'est la rançon du succès. Voilà, ils appuient. C'est la rançon du succès, exactement. Nous étions tout à l'heure, il y a 10 minutes, nous étions plus de 9000 déjà, je ne sais pas quel est le compte maintenant, mais voilà. On va faire intervenir Sarah Bourgeois. Sarah se dit gauloise réfractaire. Bonsoir Sarah, est-ce que vous nous entendez? Comme moi. Voilà, donc vous êtes C'est un prénom qui m'est cher. Oui, alors Sarah... Ça veut dire princesse en plus, donc... Elle a tous les droits. Ah ben, je l'ignorais, vous m'apprenez quelque chose. Bonsoir Sarah, on vous entend très bien. Bonsoir Sarah. Très bien, bonsoir, ravie d'être parmi vous ce soir. Alors moi j'avais une question que je vois rarement dans les problématiques des candidats à la présidentielle, donc je serais intéressée de connaître votre position. Est-ce que vous avez un programme, ou en tout cas réfléchi à la problématique, parce qu'on parle du pouvoir d'achat, mais on parle très rarement des très grands pauvres, des très grands précarisés, c'est-à-dire les gens qui sont dans la rue. En général, ils sont pris en charge essentiellement par des associations, des bénévoles. Il y a très peu de solutions proposées par les gouvernements. Il y a très peu de réflexions sur ce sujet. Aujourd'hui, on s'appuie essentiellement sur les Restos du Cœur, le Secours catholique. Donc, vous voyez, moi, ce soir, je suis au Secours catholique et on va faire une maraude à Marseille, dans le froid. Donc, c'est vrai que c'est bien parce que on est tous des bénévoles et on s'active, mais j'aimerais bien avoir votre position. Si demain, vous êtes élu président de la République, est-ce que vous avez un programme ou une réflexion sur ce sujet-là, c'est-à-dire les gens qui sont vraiment dans la rue et qui n'ont aucune perspective, ni de logement, ni d'emploi, ni de formation, qui sont souvent en plus mal pris en charge au niveau psychiatrique, parce qu'on a aussi des gens qui devraient ne pas être dans la rue et qui devraient être pris en charge justement dans des institutions spécialisées. Écoutez, on a eu du mal à vous entendre, ce n'est pas de votre faute évidemment, donc je crois avoir compris votre question. Vous avez raison, on en parle peu, ça faisait la une de l'actualité dans les années 80. On parlait de nouveaux pauvres, on parlait de Coluche qui voulait effectivement les aider, et puis on s'est habitué. Et vous avez raison, on ne devrait pas. C'est absolument choquant de voir dans notre pays aujourd'hui des gens qui sont à la rue. Alors, jadis, quand moi j'étais enfant, c'était le clochard sympathique, c'était très folklorique et il y en avait très très peu. Mais là, c'est absolument un problème de société gravissime avec des gens qui vraiment souffrent. Il faut absolument régler ça. Et je pense qu'il faut les aider avec plus de place en centre d'hébergement d'urgence. C'est la première chose à faire. Je pense aussi que
il faut absolument privilégier les Français dans cette politique. Il me semble qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de partout, des migrants, etc. Et il serait beaucoup mieux chez eux. Il faudrait qu'ils puissent rentrer chez eux, car c'est la meilleure solution pour eux et pour nous, car ils occupent beaucoup de places d'urgence, beaucoup de places d'hébergement, qui du coup dont sont exclus les pauvres, les gens vraiment à la rue, les Français à la rue. Donc voilà, mais effectivement, vous avez raison, il faut absolument s'occuper d'eux car c'est très choquant dans notre pays d'avoir ce genre de situation. Merci beaucoup. Nous allons donner la parole à Amel. Bonsoir Amel, si vous m'entendez, ouvrez votre micro et vous pouvez intervenir directement avec Monsieur Éric Zemmour. Amel, il faut appuyer sur le petit bouton pour ouvrir votre micro. Bonsoir, c'est bon, je suis là. Ça fonctionne? Parfaitement bien, bonsoir. Super. Bonsoir, Monsieur Zemmour. Bonsoir, mademoiselle. C'est un honneur de pouvoir m'adresser à vous. Merci. Alors moi, je voulais juste vous poser une question par rapport au parrainage, parce que je vis dans un petit village en Normandie, et je voulais savoir, en fait, quelle action à mon échelle je pouvais mener pour vous aider en fait à obtenir un parrainage supplémentaire. Je ne sais pas quelle est la procédure à suivre. Écoutez, c'est vraiment très aimable à vous. Si vous êtes élu, vous pouvez m'envoyer un parrainage. Si vous n'êtes pas élu, il faut demander à votre maire, par exemple, de me parrainer. Mais si vous voulez, on peut vous contacter directement pour que vous puissiez m'aider, pour voir dans quelle ville vous êtes et comment on peut faire. Vous pouvez demander à Samuel Lafont, si vous demandez sur Twitter, et il vous donnera tous les moyens et toutes les procédures à suivre. Vraiment, je vous remercie et c'est indispensable. Effectivement, votre aide sera utile. Il faut rappeler parce qu'il y a un flou dans le grand public sur les règles. Il faut rappeler que c'est non seulement 500 signatures, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut que les 500 signatures proviennent de 30 départements et qu'aucun de ces départements n'apporte plus de 50 signatures, c'est-à-dire plus de 10%. Donc c'est très, très compliqué. Absolument. Et vous savez, j'en profite d'ailleurs pour remercier toutes les équipes qui m'aident. Et ils sont près de 700, des gens qui appellent, qui téléphonent, qui sollicitent. Et je vous assure qu'ils se déplacent même, qui vont voir les élus. Et c'est vraiment un travail harassant, mais indispensable. Et donc, tous les candidats ont jusqu'au 4 mars à 18h pour déposer, à 18h de Paris, pour déposer les signatures validées. Alors, c'est vous qui les envoyez ou ce sont les maires qui les envoient? Je remercie Amel, vraiment, merci beaucoup. Merci et on vous écrit tout de suite. Nous allons faire intervenir Victor Chabert. Bonsoir Victor, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Éric Zemmour, Victor Chabert. On reprend une question d'actualité il y a quelques minutes. Vous m'entendez? Oui. Le Kremlin annonce qu'il va reconnaître l'indépendance des séparatistes pro-russes d'Ukraine. Le président ukrainien convoque le Conseil de sécurité nationale. Emmanuel Macron en Conseil de défense. Vous, président de la République, quelle aurait été votre position dans ce contexte d'extrême tension aux portes de l'Europe? Je dis depuis le début qu'il faut tenir une position équilibrée dans cette situation explosive. Il faut exiger de respecter les frontières de l'Ukraine, mais en échange que les pays de l'OTAN, la France, l'Allemagne, les États-Unis, s'engagent à ce que l'Ukraine ne soit jamais membre de l'OTAN. Je pense que c'est la seule solution pour apaiser les craintes légitimes de la Russie de voir les troupes de l'OTAN à ses portes et les missiles de l'OTAN à ses portes. Je rappelle qu'il y avait des accords de Minsk, le Minsk II, en 2014, que le gouvernement ukrainien ne respecte pas, car il devait y avoir une plus large autonomie de la région du Donbass, où la population est russe et russophone, et le gouvernement ukrainien s'était engagé à respecter cette autonomie, et au contraire,
non seulement il ne la respecte pas, mais il envoie ses troupes dans le Donbass. Il faut absolument que cesse cela et que le gouvernement ukrainien respecte les accords de Minsk II et que par ailleurs, le gouvernement russe, lui, respecte l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Donc, il faut absolument éviter le pire. Je continue de penser que la guerre n'est pas inéluctable en Ukraine si chacun respecte ces règles que je vous ai données. Et quel regard portez-vous sur l'action d'Emmanuel Macron ces derniers jours? Écoutez, Emmanuel Macron a pris une bonne initiative en essayant de sauver la paix et en intervenant comme ça auprès de la Russie. C'est toute l'idée, tout le principe d'une France puissance d'équilibre dans le monde. Je constate simplement qu'il est en contradiction avec son idéologie européiste. Ce n'est pas en tant que président de l'Europe, contrairement à ce qu'il essaye de faire croire, qu'il a été reçu par Vladimir Poutine. Il a été reçu en tant que président de la République française. Et d'ailleurs, c'était plutôt la limite du rôle qu'il voulait tenir quand il est venu et quand il est reparti de Moscou. Le porte-parole de Vladimir Poutine a clairement dit qu'il ne pouvait pas y avoir d'accord avec le président français, car le président français était membre de deux organisations, l'Union européenne et l'OTAN, dont il n'était pas le patron. En clair, il nous reproche évidemment d'être le petit télégraphiste de Washington et que Emmanuel Macron ne peut pas s'engager pour l'OTAN et pour les États-Unis. Donc c'est pour cela qu'il faut absolument que la France redevienne une puissance d'équilibre, redevienne grande et se détache des chimères idéologiques d'autonomie européenne, de défense européenne. Tout cela, on voit bien que tout cela est chimérique, tout cela est utopique. On voit bien là, avec cette crise, que tous les pays européens, pour eux, la défense européenne, ça s'appelle l'OTAN. Et donc, Emmanuel Macron n'arrivera jamais à ses fins. Il n'arrivera jamais à développer cette défense européenne. Et je rappelle que Nicolas Sarkozy était retourné au sein du commandement militaire intégré dont était parti le général de Gaulle en 1966, pour cette raison-là, pour favoriser la défense européenne. On voit bien que ça n'a servi à rien. Et au contraire, ça a rendu l'image, ça a troublé l'image de la France, ça a troublé l'image d'indépendance de la France, et les autres pays se sont dit, bon ben, la France rentre dans le rang. Moi, je ne veux pas qu'elle rentre dans le rang, et je veux qu'elle reste cette puissance indépendante qui parle haut, qui dit ce qu'il a à dire et qui développe une politique indépendance, d'alliance avec des pays, fondée sur son industrie de défense, fondée sur sa conception du monde, qui refuse les blocs et les affrontements idéologiques. Merci beaucoup. Je donne la parole à Monsieur Torres, Jules Torres. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Éric Zemmour. Je rebondis sur ce qu'a dit mon confrère Victor Chabert, mais pour parler plutôt de politique Bonsoir nationale. Jules Torres. Vous allez bien? Alors, ce week-end au Mont-Saint-Michel... Très bien, merci. Très bien. Ce week-end au Mont-Saint-Michel, vous n'avez pas retenu vos coups contre Emmanuel Macron. Vous avez dit à son sujet, nous avons élu le néant avec Emmanuel Macron et nous y sommes tombés dedans. Et avec votre dynamique la semaine dernière dans les sondages, notamment ce sondage IFOP qui vous place au second tour, donc face à Emmanuel Macron, est-ce que votre stratégie aujourd'hui, et je pense qu'on l'a bien compris avec ce discours du Mont-Saint-Michel, c'est de s'en prendre à Emmanuel Macron qui est bientôt candidat, plutôt que de s'en prendre à Valérie Pécresse ou Marine Le Pen, comme vous l'avez fait au mois de janvier ou février? Écoutez, moi, vous savez, je ne m'en prends à personne en particulier. Je n'en fais pas une affaire personnelle. J'ai du respect pour toutes les personnes. C'est pas le sujet. Je défends la France. Je dis que je suis venu dans cette campagne pour défendre la France. J'explique ce qui me différencie d'autres candidats, parce que quand je vois que tout le monde maintenant cherche à parler comme moi, je veux quand même rappeler aux gens, faire écouter la différence pour qu'ils ne tombent pas dans le panneau. C'est pour ça que vous avez l'impression que je m'en prends par exemple à Valérie Pécresse.
c'est pas que je m'en prenne à elle, c'est que simplement, je ne veux pas que les gens soient floués. Et elle les trompe. Elle les trompe parce qu'elle reprend mes mots, elle reprend mes expressions. D'ailleurs, elle se fait tancer par ses amis à LR pour cela. Donc, elle se fait gronder comme, vous voyez, comme une enfant qui a fauté. Mais pour le reste, si vous voulez, dans le fond, il n'y a rien. Elle ne fait rien comme moi. Donc, je le dis aux Français. C'est pas l'attaquer en personne. Bon. Maintenant, pour Emmanuel Macron, c'est autre chose. Je pense que l'affrontement avec Emmanuel Macron est l'affrontement de deux visions de la France, de deux visions de ce que nous voulons pour notre pays. Moi, je veux que la France reste la France. Lui, il veut que la France soit une espèce de territoire, de no man's land, de pays comme ça, où simplement il y a des consommateurs et des producteurs, où on échange, mais où il n'y a pas de culture française, comme il l'a dit il y a maintenant 4 ans. Voilà, ces deux visions de la France qui sont absolument irréductibles. Je pense que sa vision de la France nous amène et favorise par le terrain de l'immigration une libanisation du pays et à terme une islamisation du pays. Donc je le dis. Donc pour moi, cette vision de la France est criminelle. Donc voilà, je le dis clairement. Vous savez, dans cette campagne, je développe mon programme sur la sécurité, sur l'immigration. Vous me suivez sur notre identité. Et après, les gens feront leur choix car ils savent ce qu'a fait Emmanuel Macron, quelle est sa vision, lui, de la France. Et ils savent qu'elle est antinomique avec la mienne. Donc voilà, après, les gens choisiront. Merci beaucoup. Nous sommes plus de 11 000 pour ceux qui veulent le savoir. Donc, nous sommes en effet techniquement victimes du succès, mais c'est pas grave, on va continuer, tout va bien. On est bientôt. C'est bientôt. Je retrouverai mon chiffre de Villepinte bientôt. Exactement, absolument. Alors, pour info, l'information vient de tomber d'Ukraine. Le président de la République ukrainien vient d'annoncer l'instauration de la loi martiale. Voilà, donc les événements s'accélèrent alors même que nous parlons. C'est regrettable. Le président de l'Ukraine devrait plutôt respecter les accords de Minsk II. Mais voilà, mais c'est regrettable. Nous allons faire intervenir Simone. Bonsoir Simone, si vous m'entendez. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis vraiment émue et très, comment vous dire, très heureuse. J'en perdrai presque mes mots. Bonsoir, monsieur Zemmour. Ça s'entend. Bonsoir, monsieur Zemmour. Bonsoir, madame. Pardon, je vais me rassembler. Je vais me rassembler. Je tenais à saluer je tenais à saluer votre candidature. Et d'abord, je me permettrais, si vous voulez bien, vous saluer aussi de la part de tous mes compatriotes amis avec qui soit je co-anime, soit j'anime, soit je participe à des spaces autour de votre candidature, cher monsieur Zemmour. Elle fédère un engouement. Elle fédère un engouement, croyez-moi. Je pense que même vous n'en prenez pas la mesure. Parce que c'est un espoir. Vous m'encouragez, vraiment, vous me donnez de l'espoir. Vous m'encouragez à continuer. Et je mesure chacun de mes mots. Je me pensais orpheline politiquement, pour tout vous dire. Et je disais à mon mari, quelque temps avant votre candidature, tu sais, pour la première fois, je vais aller aux urnes voter blanc à contre-cœur. Et voilà que vous vous présentez. Et au début, alors, vous allez vous fâcher peut-être, je vous écoutais d'une oreille et je me disais, mais c'est pas possible. Moi, je viens de gauche. Je peux décemment pas me dire que M. Zemmour répond à mes attentes. Et là, mon mari, beaucoup plus pragmatique que moi, me dit, bah, moi, tu sais, ce sera Zemmour. Mon vrai prénom, c'est Samia, monsieur Zemmour. Je cache mon vrai prénom parce que sur Twitter, sauf aujourd'hui, vous me donnez confiance, alors je le dis. Et je le dis aussi pour vous dire d'où je parle. Vous pouvez pas me faire plus plaisir, chère madame. Ma fille a un prénom français. Alors, non pas que je vous ai compris même dans cette démarche-là pour vous le dire. Et je le dis comme je le dis dans mes spaces. C'est-à-dire, excusez-moi si je vous parle un peu brouillonne. D'abord, vous dire d'où je parle. Je parle, comme je vous disais, de mon cœur déjà, mais de la gauche, où je me suis dit, mais monsieur Zemmour, il dit tout le temps qu'il veut le ralliement des droites. Il a raison. Mais en fait, vous êtes en train de rallier tous les Français, cher monsieur. Parce que tous les Français qui sont honnêtes dans une démarche politique en se disant « Eh bien, je veux voter pour mon pays ». Comme je vous disais, je viens d'une famille musulmane. Mes deux parents sont d'origine tunisienne et je me suis émancipée de l'islam.
c'est pas pour m'apitoyer sur mon sort, mais vous savez, je fais pas partie de la victimologie, non, non, pas du tout. Tout ça pour vous dire que j'ai arraché mon émancipation et ma liberté à un islam de plus en plus dur, de plus en plus orthodoxe. Et pour une femme, imaginez ce que ça a dû être Oui, dur. Mais comme je dis, j'imagine. protégée par les lois de notre cher pays, la France. Donc, j'ai toujours dit, je suis fière, oui, et heureuse d'être française, parce que la France, à qui je dois tout, m'a permis, certes en fuyant, en me cachant, mais de gagner mon émancipation. Donc, lorsque vous luttez contre l'islamisation, non seulement vous avez raison, monsieur, mais je le dis dans chacun de mes spaces, vous avez un courage hors norme et vous avez enfin ce courage-là. Je vous le dis pas, vous savez, vous pouvez vous connecter même de manière anonyme, vous l'entendrez, parce que aujourd'hui, c'est le premier combat. Le premier combat que nous devons, parce qu'on peut avoir toutes les libertés du monde, si on n'a pas la liberté d'aller en terrasse, excusez-moi, boire un verre avec nos amis ou aller regarder un film sans... Voilà, vous avez compris. Donc, ne cédez pas à cela, parce que c'est nos libertés évidentes. Une question, la question. Voilà, pardon, je suis trop longue, je vous l'ai dit, je vous ai prévenu. Non, mais vous avez vu, on ne peut pas discuter avec eux. Vous avez vu, non, mais il a raison, il le fait très bien. Oui, chef, j'arrive. Contre l'entrisme islamisme et l'islamisation, que comptez-vous, concrètement, pragmatiquement, votre première mesure ou vos premières mesures? Et je me tais. Alors, écoutez, d'abord, je voulais vraiment vous remercier pour ce témoignage. Parce que, évidemment, vous avez compris, on se ressemble tous les deux. C'est-à-dire qu'on vient du même univers culturel, on vient d'abord du même côté de la Méditerranée, et vous avez compris qu'on a fait exactement le même parcours. Et ça me fait plaisir que vous me disiez ça, parce que moi, je suis convaincu, effectivement, qu'il y a beaucoup de musulmans qui comprennent ce que je dis, et qui comprennent que la France, c'est justement ce qui permet de s'émanciper de ses limites, ses contraintes, et que la France, on peut très bien respecter sa religion, on peut même la pratiquer, mais il y a une notion de libération dans la France. La France permet de se détacher des contraintes religieuses les plus insupportables. Et c'est pour toutes les religions d'ailleurs. Et simplement pour l'islam, ça n'avait jamais encore été fait, évidemment. Donc voilà pourquoi, c'est pour ça que je dis effectivement que les musulmans qui comprennent cela, qui comprennent que la France est une libération et le plus beau cadeau qu'on puisse faire, la culture française, l'assimilation, sont effectivement mes frères, puisqu'ils deviennent français. Et c'est ça que vous avez compris, et c'est ça que j'ai compris. C'est pour ça qu'on se comprend si bien. Donc vraiment, je voulais vous remercier parce que votre témoignage m'émeut. Et quand vous dites, vous venez de la gauche, mais j'allais vous dire moi aussi, en vérité, le discours que je tiens, c'est le vieux discours de la gauche républicaine, le discours de l'émancipation individuelle par l'assimilation et par la culture française. C'était le discours de la gauche. Simplement, la gauche l'a abandonné, la gauche a renié le peuple français, la vérité, pour les minorités. Et d'ailleurs, ça la perd. On voit qu'aujourd'hui, elle est déliquescente. Voilà. Donc vous avez raison, je parle d'union des droites, mais je peux rassembler tous les Français parce que je commence par les droites, parce que ce sont les droites qui n'ont pas encore abandonné le message français. Les gauches l'ont abandonné, donc je ne parle plus à la gauche institutionnelle. Mais en revanche, vous avez raison, je parle aux gens de gauche, orphelins de la vieille gauche, de la gauche républicaine, de la gauche assimilationniste, de la gauche méritocratique. Donc vous avez 1000 fois raison, vous m'avez très bien compris. Maintenant, pour les mesures, il y a 2 types de mesures en vérité pour lutter contre l'islamisation de la France, et qui, ça me fait plaisir que vous l'ayez aussi bien compris, n'est pas pour lutter contre les musulmans. Bon, ce n'est pas la même chose. Évidemment, je distingue. La première chose, c'est le nombre. Le nombre. C'est en arrêtant les flux migratoires, parce que c'est le nombre qui détermine le changement culturel. Vous savez, je répète toujours cette phrase, à partir d'un certain nombre, la quantité devient une qualité. Et là, en l'occurrence, la quantité devient Roubaix avec l'Afghanistan à 2 heures de Paris, parce que c'est le nombre qui détermine. Maintenant, vous avez vu ce reportage, je crois, de TF1, avec dans une classe le petit Nolan qui est ostracisé parce qu'il mange du porc. Vous voyez, c'est l'assimilation à l'envers. Parce que tout simplement, il y a beaucoup d'enfants musulmans. Et donc, les enfants musulmans, comme ils sont en nombre, comme ils sont majoritaires, eh ben, évidemment, ils imposent leur modèle culturel. C'est tout à fait naturel. Donc, la première question, c'est l'arrêt
des flux migratoires. En plus, on le sait bien, c'est les derniers arrivés qui font pression sur ceux qui sont là depuis plus longtemps en essayant de les culpabiliser, en leur disant mais qu'ils trahissent leur culture, etc., parce qu'ils sont déjà trop assimilés. Donc ça, c'est la première chose. Et j'ai beaucoup de mesures, vous verrez. Je n'ai pas énormément de temps là sur ce réseau, mais voilà. Et puis ensuite, la deuxième phase, c'est une fois qu'on a réglé les flux avec l'arrêt de l'immigration et l'expulsion des indésirables, les délinquants, voyez, les prisonniers, les chômeurs de plus de 6 mois. Après, on peut assimiler ceux qui restent et ceux qui veulent aimer la France. Et là, on les assimile comme on a toujours fait, par l'école, par la culture, par le goût de la culture française. Comme vous avez très bien compris que en fait, c'est la culture française qui est libératoire. Ce sont les écrivains français qui sont libératoires. Et donc, c'est le mode de vie des Français. Vous savez, la France a toujours été, en vérité, une libération. Les soldats noirs de l'armée américaine en 1917 qui arrivent à Paris sont sidérés parce qu'on les traite comme des hommes comme les autres. Ils n'avaient pas l'habitude aux États-Unis. Et tout est comme ça. Il y a dans l'air qu'on respire en France et à Paris un air de liberté, un air d'égalité qui fait fi de toutes les religions, de toutes les races. C'est le génie de la France. Et donc, il faut qu'on le garde. Merci beaucoup. Nous allons faire intervenir. Merci infiniment. Et bon courage à vous, monsieur. Merci infiniment. Merci, chère madame. Nous allons faire intervenir. Merci pour tout et continuez à m'aider. J'ai vraiment besoin de vous. Tous les jours, monsieur, tous les jours. Merci, chère madame. Depuis que vous êtes en campagne ou en pré-campagne, à l'époque de la tournée du livre, vous recevez des témoignages, on en a on voit dans certaines vidéos, certains reportages, vous recevez des témoignages comme ça, touchants de personnes un petit peu partout en France. Est-ce que vous vous y attendiez ou est-ce que c'est quelque chose de... D'abord, est-ce que c'était déjà le cas dans les précédentes sorties de livres ou est-ce que c'est vraiment nouveau et est-ce que vous y attendiez et comment le recevez-vous? Alors, je vais répondre exactement. Ce n'est pas nouveau. Mais il y a quelque chose de nouveau. Je vais vous expliquer, au-delà de ma formule. Ce qu'il y a de pas nouveau, c'est que déjà, dans de mes précédents livres, ça a commencé avec le suicide français, il y avait un engouement, un enthousiasme avec des gens qui comprenaient ce que je disais, et au-delà vous voyez, des plateaux de télévision, vous voyez, où j'étais toujours en opposition, je sentais un soutien. Mais là, si vous voulez, il y a, comment vous dire, une intensité nouvelle. Je dirais, une dramatisation. C'est-à-dire que les gens, les Français qui viennent me voir en grand nombre, encore plus grand nombre qu'avant, me disent sauvez-nous. Vous voyez, on n'est plus à je suis d'accord avec vous, je pense comme vous avez raison, vous faites le bon diagnostic. Ce qu'ils me disaient déjà avant, hein, ça a plusieurs années. Mes précédents livres, déjà, les éclairaient, mes interventions télé, etc. Mais maintenant, ils ont conscience de cette urgence de la situation et là, ils me disent sauvez-nous. D'ailleurs, c'est une des raisons une des raisons fondamentales, je pourrais dire la raison pour laquelle je me suis lancé dans cette campagne présidentielle. C'est que les gens m'ont dit, là, il n'est plus temps de procrastiner, il n'est plus temps de réfléchir, de théoriser. C'était bien, on a compris, vous avez bien théorisé, vous avez compris notre vie. Maintenant, il faut agir, maintenant, il faut que vous nous défendiez, il faut nous sauver. Et c'est ce cri, vous voyez, à la fois de désespoir et d'espoir. Parce que le grand paradoxe, c'est que cette souffrance et ce diagnostic qui était sans concession, hein, on peut dire ça comme ça. Pendant longtemps, on m'a dit, mais vous êtes désespéré, etc. Bon, et ben en fait, c'est ça qui donne de l'espoir. Parce que c'est la lucidité qui donne de l'espoir. Les gens se disent, bon, s'il ose dire ce que nous vivons, hein, et ben ça veut dire qu'il osera nous défendre. Et donc, il fera ce qu'il dit. Et je pense que c'est ça le contrat que j'ai avec les Français. Vous voyez ? Mais pardon de faire de la psychologie de cuisine, mais comment reçoit-on ça lorsqu'on est... Enfin, je veux dire, il y a 6 mois, vous n'étiez pas ce que vous êtes aujourd'hui. Vous n'étiez pas dans la position que vous êtes aujourd'hui. Comment la personne que vous êtes reçoit ça? C'est-à-dire, est-ce que c'est un fuel? Est-ce que c'est quelque chose qui nourrit? Ou est-ce que c'est plutôt extrêmement lourd sur les épaules? Je veux dire, cette transition est très intéressante. C'est assez rare qu'on puisse en parler comme ça. Oui, bien sûr, vous avez raison. Non, mais c'est une très bonne question. C'est d'abord un honneur. Honnêtement, c'est tout simplement un honneur.
les gens, m'honorent voyez, en me disant cela. C'est pas rien. Et puis, vous avez raison, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité qui me change. C'est-à-dire que maintenant, si vous voulez, je ne me contente plus de faire des diagnostics, je ne me contente plus de théoriser, je ne me contente plus, même si je suis très, si vous voulez, je peux dire, bah voilà, j'ai raison, etc. C'est la satisfaction intellectuelle ne suffit plus, car j'ai une responsabilité d'âme. C'est plus la même chose. Vous voyez, on n'est plus tout seul, l'intellectuel, l'écrivain que j'ai, que je suis, que je fus et que je ne renie nullement, au contraire, parce que c'est celui-là, ce personnage-là qui m'a amené à ce que je fais aujourd'hui. Mais là, on a une responsabilité tout simplement du pays. Merci beaucoup. Nous allons donner la parole à Agent GB 007, peut-être, je ne sais pas. Agent GB, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Zemmour. Bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir, cher monsieur. Voilà, j'ai une question, en fait, au nom de tous les petits indépendants que je représente, c'est-à-dire que moi, de par mes activités, j'ai dû créer une société unipersonnelle où je suis tout seul. Et en fait, j'ai plusieurs échelons de paiement de mes impôts. Je ne me verse pas de salaire. Donc, en fait, à la fin de l'année, eh bien, je paye mon impôt sur le bénéfice. Ensuite, avec ce qui me reste, je me verse des dividendes sur lesquels je paye encore des charges patronales, des charges salariales, colossales, etc. Ensuite, une fois que cet argent arrive sur mon compte bancaire, je dois le déclarer à la fin de l'année dans ma déclaration d'impôt et je suis encore taxé. Ça fait 3 étapes de taxes. Ouais. Ce qui fait que tous les ans, je dépense des fortunes dans les impôts. Ça se compte en dizaines de milliers d'euros. C'est colossal. Et en fait, je suis quelqu'un de très, je vois au très long terme et je me dis, et si un jour tout s'arrêtait? Et si ça ne marchait plus? Et en fait, en faisant les recherches, je me rends compte que en fait, je n'ai le droit à rien. C'est-à-dire que je paye des fortunes absolument colossales en impôts. Que certains, voilà, enfin bref, on va pas faire les détails, mais voilà. Non, mais bien sûr. Et je n'ai le droit à aucune aide, c'est-à-dire que le chômage, j'ai regardé, c'est des choses très compliquées. La retraite, c'est pareil. Et en fait, on a l'impression d'être un peu mis sur le même pied d'égalité que n'importe quel chômeur, entre guillemets, alors que les montants qu'on apporte à l'État sont absolument colossales. Du coup, je voulais savoir si vous aviez éventuellement pensé à cette situation qui concerne des centaines de milliers de personnes qui ont des petites sociétés toutes seules. Et voilà, si vous aviez des solutions, alors, des propositions. Vous savez, je vous comprends d'autant mieux que moi, je viens de ce milieu-là. Mon père était exactement un indépendant. Il avait des ambulances. Après, il avait d'autres commerces. Et je connais ce monde-là, je connais ces angoisses-là, je connais ces discussions-là. Et vous avez tout à fait raison, ça s'est aggravé. Parce que à l'époque de mon père, les prélèvements obligatoires n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, vous avez tout à fait raison. C'est un sacerdoce d'être indépendant aujourd'hui. Et franchement, je vous admire pour ce que vous faites. Vous travaillez sans filet, comme vous l'avez très bien dit, et c'est vraiment formidable et admirable. Maintenant, j'ai prévu, si vous voulez, pour vous aider, des mesures pour alléger les charges. Vous savez, toute ma politique économique repose d'abord sur la réduction des charges et des impôts. Nous avons un énorme problème de fiscalité, de charges. Nous sommes le pays avec un des plus forts taux de prélèvement obligatoire. Nous sommes le pays. Oui. Vous voyez, donc bon, on est. J'ai vu votre proposition de taux réduit. Alors voilà, bien ça, quelque chose. Voilà, vous avez tout. Voilà. Ce que je propose. Aujourd'hui, vous savez ça très bien, il y a l'impôt sur les sociétés, il y a l'impôt réduit à 15% et il y a l'impôt classique à 25%. Ce taux réduit est très vite atteint. À 38 000 euros, il est atteint et on passe après au taux normal de 25%. Ce que je propose, c'est de rester le plus longtemps possible au taux réduit. Et j'ai monté le plafond de 38 000 à 300 000 euros. Mais ça, c'est pour les sociétés ou juste pour les auto-entrepreneurs? Parce que les plafonds dont vous me parlez, c'est pour les auto-entrepreneurs. Les auto-entrepreneurs, non, pas du tout, c'est pour les sociétés, ça. Ah, il y a aussi pour les sociétés, d'accord. Sur les auto-entrepreneurs, vous savez, ils sont plafonnés. Je pense qu'après, à partir d'un certain montant, vous n'êtes plus auto-entrepreneur, si j'ai bien compris. Hein. Donc, ça, c'est pour les sociétés. Si vous arrivez à monter en société après, c'est là que les impôts sont très lourds. Vous voyez, et là, je permets de rester le plus longtemps possible à l'impôt de réduit de 15%. Je pense que c'est une mesure qui peut vraiment favoriser. Par ailleurs,
j'ai d'autres mesures pour la transmission, pour l'exonération des transmissions des entreprises familiales. Je peux aussi, je prévois aussi des primes sans charge qu'on peut verser soit à ses salariés, soit à soi-même, évidemment. C'est des primes, vous avez vu, c'est mes primes zéro taxe. Oui, qu'on peut se verser, mais si on ne se verse pas de salaire au cours de l'année. Ah, si on ne se verse pas de salaire, non, bien sûr. Mais Ouais, si on se verse un salaire, oui, c'est quand même pas mal. D'accord, parce que moi, c'est vrai que ce qui me dérange surtout, c'est de payer des charges salariales et patronales sur l'argent en dividende que je me verse, alors que je suis moi-même le propre patron et salarié en même temps, pour ensuite redéclarer, repayer à nouveau des impôts sur mon salaire en tant qu'individu et pas en tant que société. Je comprends bien, je comprends bien. Ouais. Là, c'est pour ça que j'ai donné ce taux faible d'IS. Oui. Vous voyez, avec 15 au lieu de 33, c'est bien, oui. Voilà, exactement, et qui monte à 300 000 euros. Et par ailleurs, d'accord, effectivement, c'est bien. Ouais. Par ailleurs, pour les entreprises comme les vôtres, je sais très bien que vous hésitez toujours à embaucher parce qu'il y a les charges, etc. Et puis que voilà. Donc là, ce que je propose, c'est les 2 premiers emplois sans aucune charge et pendant 2 ans. Si vous voulez recruter une personne pour vous aider, vous voyez, si vous hésitez parce qu'il y a les charges, là, vous n'aurez pas de charge pendant 2 ans. Je pense que c'est une mesure aussi qui peut mettre un peu de liant, vous voyez, qui peut permettre d'embaucher et de grandir. Ouais. D'accord, je vous remercie. Merci beaucoup. Et je vous en prie, cher monsieur. Bonne soirée, au revoir. Merci beaucoup, monsieur. Nous allons donner la parole à monsieur Mathieu Desmoulins, qui est journaliste. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Absolument, oui. Oui, bonsoir, monsieur Zemmour. À ma connaissance, c'est la première fois que vous prenez part à un space sur Twitter, vous me corrigerez si je me trompe. Oui, c'est la première fois, mais on voit clairement que c'est pas désagréable, c'est très sympathique et c'est du tac au tac, ça me plaît bien. On voit clairement que ça s'inscrit dans votre stratégie numérique qui est portée par certaines des personnes qui sont en train de nous écouter également sur ce space Twitter et dans la course à la présidentielle. Vous êtes un des candidats qui mise le plus sur Twitter. Accordez-moi que ça correspond aussi à mon caractère. Je me permets néanmoins de vous rappeler, si l'on reprend une enquête du Monde au début du mois, vous avez utilisé des faux comptes pour gonfler de manière artificielle votre présence sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous assumez d'abord cette méthode? Vous parlez régulièrement de morale en politique. Est-ce que ça vous paraît moral? Mais c'est faux. Voilà. Je vous dis, voilà, c'est faux. Et demandez là, je crois qu'il y a 11 000 personnes là, qui sont là, qui m'écoutent. Absolument, oui. Est-ce que ce sont des robots? Je ne crois pas. Donc voilà, c'est faux, voilà, point. Et sur le fait, si je peux me permettre d'intervenir, sur le fait que ce space soit ou non, fasse ou non partie d'une stratégie pensée il y a bien longtemps, moi je tanne l'équipe de monsieur Zemmour depuis des semaines et des semaines et des semaines pour faire ce space. Donc voilà, je ne sais pas si ça correspond à leur stratégie, mais en tout cas ça a été très compliqué et très long à mettre en place. Donc voilà, vous n'avez pas eu de chance. C'est la vie, ça. On n'a pas toujours de la chance. Voilà, non, mais on a réussi ce soir. Donc c'est ça vous voyez. Alors, je me permets simplement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des internautes qui suivent vos idées, qui vous soutiennent. Ce space en est évidemment la démonstration. Cependant, est-ce que vous n'avez jamais utilisé des faux comptes ou des comptes pilotés par une seule ou un petit groupe de personnes pour faire monter plus rapidement des hashtags sur les réseaux sociaux et exposer davantage au plus grand nombre vos idées ou vos prises de position? Je vois que vous insistez, mais je suis obligé de vous dire que vous inventez. Donc voilà, je suis désolé, vous n'apportez aucune preuve de ce que vous dites. Moi, je vous dis qu'on ne l'a jamais fait. Et vous savez, c'est comme, je me souviens que quand nous avons déclaré qu'il y avait 100 000 adhérents dans notre parti, certains ont dit que c'était faux. Et voilà, on l'a prouvé par huissier. Donc, vous savez, on a beaucoup de défauts, mais on n'est pas des menteurs. Donc voilà, c'est tout. Il faudra vous habituer. Et venez dans mes salles, vous verrez s'il y a des robots. Regardez mes audiences télé, c'est des robots aussi qui regardent la télé quand j'y suis. Ben, je n'ai pas l'impression, mais bon, peut-être. Hein. Mais vous avez renouvelé. Alors là,
toute la campagne électorale. Mais c'est intéressant. Bon. Merci beaucoup. On va faire intervenir maintenant John. Bonsoir John. Si vous m'entendez, ouvrez votre micro. Merci de me donner la parole, Denis. Merci Damien. Bonsoir Éric Zemmour. Écoutez, bonsoir, déjà, monsieur. Je suis ravi d'avoir l'occasion de pouvoir vous parler. Je voulais vous féliciter pour moi aussi. Votre parcours sur cette présidentielle, parce que c'est vraiment extraordinaire. Merci. Moi, ça va être très clair, je ne vais pas mentir, je n'ai jamais été encarté. C'est la première fois que je suis encarté et c'est chez Reconquête. Donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe réellement au niveau du parti, enfin, au niveau de votre candidature. Mais oui. Je pense que, et vous savez, ça me rend heureux ce que vous dites et vous savez qu'il y en a des milliers qui viennent chaque jour et c'est vraiment un plaisir. Et merci beaucoup d'être. Mais peut-être que notre ami journaliste pense que vous êtes un robot, vous aussi. Ah bah écoutez, il me l'apprend parce que je ne suis pas au courant, mais je le découvre. Non, mais voilà, je tenais à le dire. Vous êtes un robot, vous êtes un robot sympathique. Bah, voilà. C'est gentil. Écoutez, voilà, c'est déjà ça. Hein. Non, bah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Non, mais je tenais à le dire parce que c'est vrai que ça fait très longtemps que je suis la politique. Je n'ai jamais été encarté et c'est vrai que là, pour le coup, j'ai vraiment voulu m'adhérer à votre parti. Génial. Parce qu'il y a vraiment un message et quelque chose de fort. Et moi, de mon avis personnel, voilà, ça c'est juste une petite parenthèse. Après, je poserai ma question. Je pense que les sondages qu'on nous montre à longueur de temps ne reflètent absolument pas la réalité de ce que vous reflétez dans le paysage français actuellement au niveau de la... Donc j'espère vraiment que vous aurez les 500 parrainages. Est-ce que vous pouvez arriver à votre question, s'il vous plaît? Oui, parce qu'il y a pas mal de monde derrière. Donc. En fait, ma question, c'était savoir ce que vous allez faire concrètement par rapport à la fraude sur la sécurité sociale et à la carte vitale. Les mesures que vous allez mettre en place, parce qu'il y a une énorme fraude. Et en plus, c'est intéressant de voir qu'il y a M. Prats qui est dans l'auditoire. Qui traite ce sujet aussi, même s'il n'est pas de votre bord. Mais bon, enfin voilà, je vois qu'il est là. Mais c'était simplement savoir ce que vous allez mettre en place, parce que c'est vrai que c'est intéressant. Il y a des milliards qui partent en fumée. Et je pense qu'il y a beaucoup d'argent à récupérer là-dedans. Donc voilà. Vous avez tout à fait raison. J'ignorais que Charles Prats était là, donc je le salue. Voilà, je pense qu'il y a des mesures, assez simples et qui ne sont jamais prises. D'abord, la carte biométrique qui réglera une grosse part de la fraude, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup plus de cartes vitales que de citoyens français. Donc, ça permettra déjà de régler cette question et que le gouvernement a refusé. L'Assemblée, il y avait une proposition parlementaire et elle a été refusée par la majorité En Marche. Il faut toujours le rappeler. Nous ferons aussi une brigade de contrôle de fraude sur le modèle de ce qu'avait fait Éric Ciotti dans le département des Alpes-Maritimes, car ça avait été très efficace et nous ferons ça sur le plan national. Nous ferons aussi des contrôles dans les pays étrangers. On s'est aperçu que, par exemple, il y avait beaucoup de retraités en Algérie qui touchaient encore leur retraite alors qu'ils étaient défunts depuis longtemps. Donc, il y a des contrôles à faire dans ces pays-là. Vous savez, en plus, à partir du moment où nous limiterons les prestations sociales non contributives aux Français, déjà, ça permettra de limiter beaucoup de dépenses et beaucoup de fraudes. Donc, vous voyez, c'est un ensemble de mesures qui permettra de régler cette question absolument importante, parce que vous avez raison, mais vous le savez sans doute, qu'il y a 3 millions de membres, de bénéficiaires fantômes de l'assurance maladie. Ce n'est pas rien. Il y a une anecdote célèbre que 2 couples de Roumains ont réussi à déclarer 1200 grossesses. Vous vous rendez compte? C'est complètement fou. Et ça, au su et au vu de tout le monde. Et évidemment, vous n'ignorez pas que 20% des djihadistes recevaient encore des allocations sociales alors qu'ils étaient partis en Syrie. Voilà, on pourrait comme ça continuer très longtemps. C'est cette litanie à laquelle il faut évidemment mettre fin. Voilà, je pense qu'il faut une détermination sans faille et nous l'avons.
Très bien. beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Merci de votre question, John. Merci beaucoup. Bonne soirée. bonne soirée à Nous vous. allons Merci faire pour intervenir Maître Arash de Rambarche. Bonsoir, Maître. Si vous pouvez ouvrir votre micro, la parole est à vous. Bonsoir, cher Denis. Bonsoir, cher Eric. Bonsoir. Félicitations d'abord pour votre campagne parce que c'est toujours intéressant d'avoir un débat démocratique et d'échanger. Je pense que les élections présidentielles sont faites pour ça. Absolument. Pas d'invectiver. Moi, je déteste les invectives. Je pense que le débat démocratique mérite un peu la sérénité et le respect mutuel. Absolument d'accord. Alors, ma question elle est très simple. Moi, je fête aujourd'hui mes 4 années au barreau de Paris ce soir. Et il y a une chose qui m'a beaucoup frappé depuis que je suis avocat, c'est le tribunal médiatique. C'est une chose qui me choque. On porte atteinte violemment au secret de l'instruction, au secret des enquêtes et surtout à la violation de la présomption d'innocence. Comment vous vous positionnez sur tous ces sujets-là? Écoutez, ça fait longtemps que je me bats là-dessus. Vous le savez, je mène aussi ce combat parce que je trouve ça absolument scandaleux. J'ai écrit il y a très longtemps, à la fin des années 90, un livre sur ce que j'ai appelé le coup d'État judiciaire et j'ai décrit cette alliance entre les médias, certains juges et d'ailleurs certains avocats pour des actions politiques qui ne respectent ni la présomption d'innocence, ni le secret de l'instruction, ni rien du tout, et qui mènent des inquisitions vraiment médiatico-judiciaires. On en connaît beaucoup, et il faut absolument mettre un terme à tout cela. Nous devons d'abord tout simplement sanctionner, je crois, ces transgressions, car s'il n'y a pas de sanctions, s'il n'y a pas d'attaque en diffamation, s'il n'y a pas de sanctions judiciaires, et il n'y en a jamais en vérité. Même on les félicite, on les glorifie, et ça devient des gloires nationales par la médiatisation. Moi, je pense le contraire. Il faut au contraire montrer tout ce qu'il y a de scandaleux dans ces méthodes. Donc, Si vous êtes président, par exemple, quelles sont les mesures immédiates que vous pouvez prendre là-dessus? Parce qu'on voit que le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend souvent les escaliers. C'est beaucoup plus long de redorer le blason de quelqu'un. On dit toujours diffamer, diffamer, il restera toujours quelque chose. On voit souvent que les personnes sont souvent salies, traînées dans la boue, et puis Absolument. parfois, ils sont redorés, mais il n'y a qu'une ligne à chaque fois dans la presse, alors que lorsqu'il y a une accusation, une mise en accusation, c'est souvent des unes, des titres qui font très mal. Vous avez tout à fait raison, mais je pense que c'est d'abord une question d'état d'esprit, vous voyez, de contexte médiatique, culturel, idéologique. Il nous faut d'abord changer ça. C'est d'abord une bataille culturelle. Et ensuite, il faudra prendre des sanctions judiciaires contre les gens qui transgressent et qui ne respectent pas ces règles. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire, et il y aura un changement d'état d'esprit quand la sanction sera sûre et ferme. Merci beaucoup, merci Maître de Rambarche, et donc félicitations pour votre anniversaire de robe, de prise de robe. On a un invité surprise puisque vous l'avez cité tout à l'heure, Éric Zemmour, vous avez cité Charles Prats, vous en avez parlé, donc voilà. Non, c'est pas moi, c'est un de vos correspondants. Exactement. Donc il est venu vous saluer. Charles Prats. Oui, bonsoir Eric, bonsoir Denis. Puis alors pas que bonsoir Denis, je vois qu'il y a Édouard David, et je crois qu'il y a Fadila. Enfin, il y a plein de gens que je vois là, qui nous étions des habitués de ce genre de room politique ou de space politique il y a quelques temps. Donc ça se passe toujours aussi bien. Donc non, c'était juste pour te dire bonjour, parce que comme tu m'avais dit bonsoir, je dis bonsoir. Voilà, bonsoir. Voilà. Et alors j'en profite Denis, parce que comme à l'époque, il y en a qui pleurent pour pouvoir parler, qui ne pouvaient pas parler depuis le départ. Donc j'en profite pour faire un petit push pour Tonia qui voulait parler. Donc je vous signale juste pour les animateurs qu'il y a Tonia qui voulait parler. C'est très compliqué. Il y a pas mal de gens qui sont dans le fil d'attente et on ne peut pas les faire monter. Ça ne fonctionne pas. Donc tout simplement. Voilà, tout simplement. Ah oui, je vous en prie. Merci beaucoup. Merci pour l'intervention amicale. Merci beaucoup. Juste un petit mot encore, Denis. Écoute, en tout cas, ce que je souhaite, c'est qu'Éric puisse avoir sa candidature, évidemment.
J'ai cru comprendre que c'était très compliqué. Bon, même si peut-être les choses vont se décanter. En tout cas, tu as mes coordonnées si jamais je peux faire quelque chose, parce qu'il y a 2 ou 3 petites choses à dire à des maires qui seraient un petit peu inquiets, notamment sur leurs subventions. Donc, si jamais tu as quelques problèmes là-dessus, tu as mon téléphone et je peux t'expliquer très rapidement en une demi-heure ce qu'il faut leur dire pour les convaincre de ne pas avoir peur de perdre des subventions. Merci de ton aide. Je t'en prie, et puis bonne chance. Merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. Il faut saluer l'initiative de David Lisnard, qui a pris l'initiative hier pour donner l'exemple en montrant que parrainage ne voulait pas dire soutien politique. Absolument, vous avez raison. Vous avez raison, il faut saluer cette initiative. Nous allons faire intervenir Alexandre. Bonsoir Alexandre, vous pouvez ouvrir votre micro, la parole est à vous, vous êtes en direct avec Éric Zemmour. Et Tonia juste après. Alors, bon, Alexandre. Moi j'entends, hein, moi j'écoute. Hein. Ah oui, je vois. Alexandre d'abord. Bonsoir à tous. À croire que je lui en veux. Alors non, il y a aucunement. Bonsoir Monsieur Zemmour, bonsoir Denis, bonsoir à tous. Alors moi, ma question va être principalement tournée autour de la justice ce soir. Je vais raconter ma petite histoire, Monsieur Zemmour. Cet été, il m'est arrivé une drôle d'histoire. J'habite à Nantes. J'ai 26 ans, je suis chef d'entreprise. Et cet été, j'ai été agressé par 2 mineurs qui m'attendaient dans mon garage. Dans ma résidence, qui m'ont agressé à coups de barre de fer, qui m'ont laissé pour mort, qui m'ont traîné jusque dans ma voiture, qui m'ont volé ma voiture. J'ai réussi à sortir au dernier moment de la voiture. On a contacté la police et les pompiers. Ils ont été arrêtés grâce au système de géolocalisation de la voiture. Ces 2 mineurs étaient âgés de 14 et 17 ans. Celui de 14 ans a été remis à ses parents. Celui de 17 ans était placé en centre éducatif fermé. Cependant, 3 mois plus tard, on l'a retrouvé dans la rubrique faits divers à Nantes, car il était sorti du centre éducatif et il a assassiné un père de famille sur l'île de Nantes. Ma question est donc, qu'est-ce qu'on fait pour toutes ces injustices qui arrivent et dont sont victimes des milliers, des centaines de milliers de Français, jour après jour, mois après mois, année après année. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on durcit la justice? Est-ce qu'on change les magistrats? Comment est-ce que vous voyez la chose? Quelles sont vos propositions? Alors, si vous voulez bien, je pars de votre cas et j'étends. D'accord? Mais parce que quand je vous entends, vous avez compris que je sais exactement pourquoi je me suis engagé dans cette campagne présidentielle. C'est pour protéger les gens comme vous. Merci. Voilà. C'est parce que justement, moi aussi, j'en ai assez. Moi aussi, je ne supporte plus. Et j'ai compris quelque chose. J'ai compris que les politiciens ne feraient rien. Que ce soit la droite, la gauche. J'ai mis longtemps à comprendre, vous allez me dire. Hein, j'ai 63 ans, donc je suis un peu lent à la comprennette. Mais là, maintenant, j'ai compris. Et donc, j'y vais parce que je sais que je serai le seul à faire quelque chose pour vous protéger et pour arrêter cette situation. Voilà. Et c'est pour ça que j'explique à chaque fois que la mère de toutes les batailles, c'est l'immigration. Donc, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit sur l'immigration. Maintenant, pour votre histoire personnelle, pour les mineurs d'abord, et on va partir des mineurs et on va aller au reste, aux majeurs. Pour les mineurs, d'abord, j'abaisse la majorité pénale. Je la abaisse à 16 ans, et si vous voulez, et j'abaisse aussi l'excuse, vous savez, de minorité à 13 ans. Donc, avec moi, vos 2 agresseurs seraient condamnés. Par ailleurs, je supprime les allocations sociales de leurs parents. D'accord. Par ailleurs, j'expulse et je renvoie dans leur pays tous les mineurs isolés étrangers. Vous savez ce qu'on appelle les mineurs isolés, qui sont une des causes de l'explosion de la délinquance aujourd'hui en France. Je ne sais pas si c'était le cas de vos agresseurs, mais si c'était le cas, ils seraient expulsés. Évidemment, alors ils sont tous les 2 issus de l'immigration et ont tous les 2 la double nationalité. Voilà, donc alors là c'est très simple. Pour tous vos agresseurs, je déchois de la nationalité française
ces gens qui ont la double nationalité, qui donc ne seront plus français. Et à partir du moment où ils ne seront plus français, ils seront expulsés dans leur pays d'origine. Plus globalement, il y aura un changement de méthode, si vous voulez, pour la justice, avec des peines planchées, c'est-à-dire des peines minimales, que les juges, en deçà, desquelles les juges ne pourront pas aller. En fait, les juges seront pris entre des peines planchées, des peines minimales et des peines plafonds, ce qui existe actuellement. Et ils pourront ajuster entre les deux. Mais ils ne pourront pas aller en deçà des peines planchées que la loi aura décidées pour chaque délit et chaque crime. Il y aura une véritable perpétuité, c'est-à-dire qu'on rétablira une véritable perpétuité. Il y aura, si vous voulez, aujourd'hui, c'est plafonné à 18 ans. Donc Abdeslam va sortir dans 10 ans. Avec moi, Abdeslam ne sortira jamais. Voilà. Par ailleurs, je prévois également la fin des réductions de peine massives prévues par toutes les lois Perben, Dati, Taubira, etc. Et, donc ça sera fini aussi. Donc si vous voulez, voyez, pour vous donner la grande philosophie, les mineurs ne seront plus impunis et leurs parents seront punis. 2, les majeurs étrangers seront expulsés. Les majeurs doubles nationaux seront déchus de leur nationalité puis expulsés. Et enfin, les majeurs qui ont la nationalité française seront enfermés strictement. Voilà. Je suis vraiment désolé de ce que vous avez vécu. Vraiment, je vous comprends et je suis avec vous. Mais je pense que moi, président, je ferai une France dans laquelle cela ne vous arrivera plus. Car la peur aura changé de camp et ce n'est plus nous qui aurons peur, mais ce seront tous ces délinquants et ces agresseurs. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'est pour ça qu'on est un paquet à vous soutenir, que ce soit des jeunes, des moins jeunes et un petit peu toute la France. Merci. Merci, cher monsieur. Merci de votre intervention. Nous allons bientôt conclure cette soirée qui a duré déjà 22 minutes de plus que prévu. Mais bon, on va encore prendre une ou deux interventions, si vous le voulez bien, monsieur Zemmour. Donc, je vais donner la parole à Véronique Jeunesse, qui attend et qui est là et qui voudrait prendre la parole. Bonsoir. Et alors, oui, bonsoir. Je salue ma chère Julie Lescaut. Ça va bien? Oui, mais Bonsoir. écoutez, ça va bien. Non, Eric, franchement, je voulais vous féliciter. Voilà, moi, je vais vous dire, Eric. Cette année, je me disais, je sais pas pour qui je vais voter. Je vais pas voter. J'étais dans l'attente. Je me suis dit, bon, on me connaît, on sait que je suis plutôt LR. Voilà, de gauche à la base, un peu comme vous. Oui, voilà. Un peu comme vous, d'une vraie gauche républicaine que je ne trouve plus aujourd'hui, que je ne reconnais plus. Et donc, et ben voilà, Eric, moi, je commence à me déterminer comme beaucoup de gens autour de moi et je commence à me dire, ouais, vous avez l'air sincère. Moi, c'est ça qui me plaît parce que j'en ai marre des discours trafiqués, j'en ai marre des orateurs qui travaillent et qui sont mauvais parce qu'ils ne pensent pas ce qu'ils disent. Absolument. Voilà, en tant que comédienne, ça, pour moi, c'est rédhibitoire. Et donc, je vois souvent, moi, ce que je vois en vous, c'est que ce que vous dites, c'est ce que vous pensez. Et ça me plaît déjà. Vous avez raison. Vous avez donc raison. voilà, donc je vais vous dire, Eric, je pense que vous m'avez pas mal convaincu. Voilà, j'ai attendu. Vous le savez, on avait déjà parlé. Oui, tout à mais fait. là, et vous avez beaucoup convaincu quand vous commencez à convaincre beaucoup de personnes de mon entourage. Alors, peut-être aussi parce que la proposition autour est pas alléchante. Donc, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Oui, mais on est jugé que par comparaison, vous savez. Parce que Pécresse, malheureusement, elle vire Macron, que de l'autre côté, Marine, je ne sais pas ce qu'elle fait. Moi, de toute façon, je n'ai jamais voté pour elle, mais et elle est loin un peu de moi. Mais bon, c'est pas une femme, pourquoi pas, hein, je veux dire. Et puis, dans ce pays où tout est délit d'opinion, je me suis dit, à un moment, il faut avoir envie de se lancer, de dire, voilà, je pense ça. Alors, j'espère que la culture, que vous gardez une bonne place pour la culture, mais j'en suis sûre, vous aimez la culture. Mais oui, mais évidemment. Voilà, j'espère aussi l'éducation, mais je suis très intéressée par l'éducation.
Vous avez vu qu'on a un plan très solide sur l'éducation. Ouais, je l'ai rencontré. Vous pouvez regarder. Oui, l'éducation. Oui. Oui, j'ai rencontré Vous pouvez regarder notre plan, il est vraiment très très solide sur l'éducation. Ouais, il est formidable. Ouais. Et puis sur les femmes, alors oui, moi je me suis dit, tiens, et si j'aide Eric, peut-être que j'aiderais sur les femmes, parce qu'on vous fait un mauvais procès sur les femmes. Moi, je suis féministe, je suis une femme, je suis pas woke, je suis pas transgenre. Bon, voilà. Mais en même temps, je suis très ouverte à tout. Je suis très ouverte mais oui, à mais tout. moi, je vais vous dire, vraiment, je vous remercie parce que vous avez tout à fait raison. On me fait un mauvais procès et je vous remercie de l'avoir compris et de le dire. Et je vous aimais déjà en Julie Lescaut, mais alors là, en citoyenne française, c'est encore mieux, quoi. Voilà. Merci à vous. Écoutez, À continuez bientôt. bien, à bientôt. Merci beaucoup. Et voilà. On Rolling Stones quand même. Hein. Bah ouais, oui, quand on même. va se remettre. C'est vrai pour la fin de soirée. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous. J'espère que cet exercice vous a plu. Et merci à tous. Hein, merci à tous ceux qui ont écouté, entendu, qui ont posé des questions. Ceux qui n'ont pas pu poser des questions, je suis désolé. Et surtout pour les jeunes qui n'oublient pas d'être inscrits sur les listes électorales parce que c'est important qu'ils soient tous là et qu'ils puissent tous voter. Et il reste que 9 jours pour s'inscrire sur les listes, donc il ne faut pas traîner. À bientôt à tous.